épisode, la première installation de notre podcast The Atalaku Effect. Je suis votre hôte, Claudel Kamgang, et je voudrais prendre l'opportunité de ce premier podcast pour me présenter, juste que vous ayez l'opportunité de me connaître un peu plus, qui je suis, d'où je viens, et bien sûr où est-ce que je vais. Et dans un second temps, introduire le podcast. Pourquoi The Atalaku Effect, quel est l'intérêt du podcast, quel est le format et à quoi est-ce que vous pourrez vous attendre dans les prochains épisodes. Alors, on va commencer par le commencement, j'ai envie de dire. Qui suis-je ? Alors, je suis Claudel Kamgang. Je suis un quasi-trentenaire, camerounais de naissance, un tout petit peu français d'éducation, un tout petit peu brésilien par adoption et entrepreneurialement américain. Donc, en tout et pour tout, je suis résiliemment africain. Donc, je vous parle actuellement de l'État du New Jersey, aux États-Unis. Et je pense que c'est intéressant de retracer mon parcours. Comment est-ce que je suis parti de naître au Cameroun à me retrouver aujourd'hui en 2019 au New Jersey. Donc, quelques éléments pour retracer ce parcours. Donc, je suis né à Yaoundé, la belle et grande capitale du magnifique pays qu'est le Cameroun. Je suis allé au collège de la retraite, entre la 6e et la 3e, qui est situé à Yaoundé, qui est un collège catholique. Et juste après, de la seconde à la terminale, j'étais au collège François-Xavier Vogt, un collège catholique as well, situé à Yaoundé. Donc, après mon baccalauréat en poche, j'ai quitté le Cameroun pour la France à l'âge de 15 ans. Effectivement, j'ai mon baccalauréat à l'âge de 15 ans. Donc à l'époque, j'étais intelligent. Donc nous voilà en 2005. Le bac en poche, je suis sur le point de passer mes 2 premières années en France, à Grenoble. Une très belle petite ville située très près de Lyon, au centre de la France. Donc, j'étudiais informatique. J'étais un programmeur, comme disent nos parents. Donc à l'époque, j'étais très, très timide et je ne savais pas très bien comment me comporter. Donc même si le français a toujours été ma langue natale, ma langue maternelle, la France restait un nouveau pays. Donc nouvelles personnes, nouvelles relations, nouvelles attentes. Tu vas à l'université, tu n'es plus au lycée. Donc les attentes personnelles, celles des parents, de la famille sont évidemment plus élevées. Donc deux premières années assez difficiles. On y reviendra dans de prochains épisodes. Donc 2 ans plus tard, on est en 2007 et me voici en train de quitter Grenoble pour Paris. Paris. Pour 2 principales raisons. La première, c'est que mon grand frère, Gratien, vivait à Paris. Il était sur le point de terminer ses classes préparatoires. Donc vous connaissez nos parents africains du point de vue familial, c'est beaucoup plus pratique pour eux de savoir que leurs enfants vivent dans la même ville. Donc c'est pratique pour s'entraider et aussi c'est mon grand frère, donc j'avais 17 ans à l'époque. Donc si je voulais sortir un peu me balader ou bien faire des conneries, l'idée c'était que mon grand frère ne me laisse pas m'éloigner du droit chemin, bien sûr, établi par les parents. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième était un peu plus personnelle. C'est juste que Paris, comparé à Grenoble, c'est Paname. Donc Paris, c'est plus grand, c'est plus divers. Paris, quand on parle de France, Paris, c'est la capitale. Donc, d'un point de vue perso, ça m'intéresse un peu plus de découvrir Paris que Grenoble. Et puis, j'avais pas mal de camarades de classe et amis du collège Vogt également qui avaient fini leurs 2 ans de prépa dans différentes villes et qui migraient sur Paris. Donc, c'est une bonne occasion pour moi de retrouver un peu les poteaux du pays. Donc voilà, on est en 2010. Donc voilà, j'ai passé le reste de ma vie universitaire donc à Paris. De très bonnes rencontres, de très bons amis. J'ai beaucoup aimé Paris, diversité de personnes, diversité de manières de penser. Donc beaucoup plus divers que Grenoble, beaucoup plus grand. Donc ça me correspondait un petit peu mieux. Et ça correspondait mieux à l'image que j'avais d'aller en France quittant le pays. Donc voilà, je finis mon université, j'ai mon master en informatique en poche et je commence un boulot pour une boîte de consulting
qui s'appelait Logica à l'époque, qui a été racheté entre-temps par CGI, qui est une boîte canadienne. Donc CGI, ça se passe bien. Je commence en tant que développeur. Je programmais en Java, C et C++. Je faisais des applications pour mon client, dans ce qu'on appelle une SS2I. Donc l'idée, c'est que vous êtes un groupe de consultants, certains qui font ce qu'on appelle de l'AMOA, donc c'est traduire les besoins du client pour l'équipe technique. Et ben, à l'époque, étant junior, j'étais dans l'équipe technique, donc je faisais partie d'implémenter les besoins du client. Donc c'est faire du code, compiler le code, tester le code et faire en sorte que l'application finale correspond aux besoins qui ont été exprimés en amont par le client. Donc très intéressant, j'ai fait ça pendant à peu près un an et demi. Et j'étais très curieux. J'avais un très bon boss, très à l'écoute de ce que je voulais faire. Il avait compris que bon, même si j'étais plutôt bon développeur à l'époque, ça ne m'intéressait pas forcément plus que ça à long terme. Je voulais basculer dans la MOA, parce que dans ma tête à l'époque, la MOA, c'était un peu plus en amont, tu vois. Donc, un peu plus, comment on dit, tu commences au niveau développeur, donc un peu en bout de chaîne. Et l'idée, c'était un peu qu'avec le temps, en grandissant, en étant un peu plus mature, ayant un peu plus d'expérience professionnelle, tu te rapproches un peu du niveau exécutif. Donc, je voulais basculer dans la MOA pour traduire maintenant ces besoins pour l'équipe technique. Et entre 2011 et 2013, j'ai été quasi promu chaque année. Donc ça, c'est le résultat du bon boulot que je faisais. Clairement, ici, hein, enfin, une fois, on a la chance d'avoir un très bon boss à l'écoute, d'avoir de très bons collègues, on avait de très bons rapports. Donc très bonnes deux premières années de travail après université. Alors à cette époque, donc à ce moment, enfin, j'étais plutôt content du travail que je produisais. Encore une fois, hein, du feedback que je recevais, mon travail était de qualité, je le faisais bien, rapidement. Donc les félicitations, les encouragements de mes collègues ont en fait changé ma manière d'apprécier ou de regarder le travail. C'est ok, si j'ai pas l'impression de me tuer au boulot, mais tu vois, je rentrais pas non plus à 23 heures ou bien à minuit, je bossais pas forcément les week-ends. Donc je me suis dit, ok, si tout le monde est content de moi, sans forcément hein, que j'ai l'impression de me tuer au travail, ça veut dire que j'ai du potentiel. Tu vois, ça veut dire que je peux faire plus. Donc qu'est-ce que je peux faire en sortant de CGI et même carrément en sortant de France. Donc l'idée, on m'a dit, ok, qu'est-ce qui me manque? Donc, j'ai un master en informatique, je suis un développeur, je sais faire des applications. À l'époque, après 2 ans, j'avais une petite équipe de développeurs et de stagiaires que je gérais. Bon, la prochaine étape, c'était ce qu'on appelle business skills. Voilà, donc c'est pas tout de savoir comment créer un produit tech, mais comment tu le vends. Tu vois, l'aspect marketing, je connaissais absolument rien. L'aspect finance, je connaissais absolument rien. Même si je bossais pour une boîte de conseil, c'est en termes de staffing, qu'est-ce qu'on appelle le TJM, comment est-ce qu'on gère le budget de l'équipe. Donc là-dessus, zéro. Donc, je me suis dit, ok, la prochaine étape, c'est sûrement faire un master en finance. C'est peut-être pratique un peu. Et je me suis dit, ok, tu as un master en informatique plus un master en finance, jackpot. Et en fait, avec mes recherches, j'ai regardé un peu, je me suis mis à regarder du côté des États-Unis, qui ont toujours été dans ma tête un peu depuis le pays, parce qu'en grandissant, tu sais, Bill Gates, tout le monde était un peu, c'est l'homme le plus riche du monde. Donc malheureusement, c'est le type d'ambition que j'avais à l'époque. Et Bill Gates, c'est un Américain qui a fait dans l'informatique. Donc je me suis dit, en me rapprochant des États-Unis, peut-être que tu vois, j'arriverai à ce niveau-là. Donc c'était la logique. Et je me suis dit, ok, au-delà du master en finance, quelles sont les autres opportunités d'améliorer mes connaissances, tu vois, changer un peu de parcours. Et là, j'ai donc découvert le MBA, Master in Business Administration, et ça m'a paru mais excellent. 2 ans pendant lesquels, de manière très intense, tu apprends des plus grandes compagnies dans le monde, hein, que ce soit dans le monde de la banque, du conseil, de l'agriculture, quelle que soit l'industrie. Tu es entouré de quasi 800 personnes qui viennent de différents pays avec différentes cultures, différentes manières de penser. Je me suis dit, voilà, le MBA, ça a l'air pas mal. Par contre, pour y entrer, il faut se préparer, tu vois. Il faut un dossier assez costaud. Donc, ils veulent des gars en général
très intelligent, avec un parcours académique et professionnel assez bon. Mais à l'époque, voilà, j'avais fait une université en France qui, de mon point de vue à l'époque, était, et je pense que c'est probablement à un certain degré toujours le cas, un peu moins bien vu que les écoles d'ingénieurs. On pourrait y revenir dans d'autres podcasts. Je ne crois pas forcément que la formation universitaire est moins bonne. C'est juste que, encore une fois, hein, c'est la société française telle qu'elle est. J'y peux rien. J'évoque les faits. Donc, il faut un parcours assez solide pour faire le MBA, pour être admis dans un MBA. Donc, à ce moment, j'ai décidé d'améliorer mon parcours, d'être un peu plus impliqué. Et puis, j'ai commencé à penser long terme. Après le MBA, même là, qu'est-ce que je veux faire après? Tu vois, est-ce que je veux revenir en France? Est-ce que je veux rentrer au pays? Je suis quand même camerounais, donc ça sert à quoi de faire toutes les études là si ça ne bénéficie qu'à moi? Tu vois, est-ce qu'il y a moyen éventuellement d'accumuler ces connaissances-là et de faire en sorte que mon pays natal, enfin, que ça en profite à quelqu'un d'autre qu'à moi, tu vois, à ma famille et à mes frères et sœurs camerounais. Donc pour ce faire, j'ai donc rejoint une association qui s'appelait le Club Efficience Junior, qui était une association dont le but était de rassembler un peu la diaspora afro-caribéenne en France et ensemble voir ce qu'on peut faire pour améliorer ou alors répondre à certains des problèmes qu'on a, pas seulement au pays bien sûr, mais en Afrique de manière générale. Donc j'ai rejoint cette association pendant à peu près 1 an. On a fait pas mal d'événements, on invitait différentes personnalités, différents leaders nous parler de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vécu, de leur parcours et en quoi est-ce que nous, en tant qu'Africains en France, on pouvait faire. Donc ce but a été double, encore une fois. C'était pour moi de comprendre, de me rapprocher un petit peu plus du pays de l'Afrique en termes d'action et bien sûr aussi, dans un second temps, d'aider dans mon dossier avant de postuler au MBA. Tu vois, montrer que je ne fais pas que du très bon travail au boulot, mais également je prends le temps en dehors de ma profession pour m'interroger et pour, encore une fois, aider ma communauté, mes frères et sœurs camerounais et africains. La deuxième étape, c'est le GMAT, qui est un examen qui teste les capacités de logique et de la maîtrise de la langue anglaise. Donc c'est un examen. En général, les meilleurs MBA aux États-Unis, pour y être admis, il faut avoir un score au GMAT assez conséquent. Donc le GMAT, c'est un examen qui est noté sur 800. Donc à titre d'exemple, l'une des meilleures écoles, les 3 meilleures écoles qui sont Wharton, Harvard et Stanford, prennent en général des candidats qui ont entre 750 et 800. Et c'est très très difficile d'obtenir ce score-là, surtout quand l'anglais, c'est pas la langue mentale. C'est qui est mon cas. Donc pendant les 2 prochaines années, entre 2013 et fin 2014, j'ai donc passé pas mal de temps à bosser mon anglais, écouter CNN, BBC. À l'époque aussi, les TV shows en anglais étaient beaucoup plus accessibles. Donc tous les sites de streaming, toutes les séries, je regardais en anglais. J'ai commencé en anglais, sous-titré en français, pendant à peu près 6 mois. Puis j'ai augmenté le challenge anglais sous-titré anglais. Et puis les 6 derniers mois, c'était anglais tout court. Donc pour me forcer un peu à améliorer de manière un peu brutale mon anglais. Ça, c'était une première partie. La deuxième partie, c'était sortir beaucoup dans un quartier qui s'appelle Saint-Michel à Paris, qui est un quartier très touristique fréquenté par des Anglais et des Américains. On s'était rencontrés juste des gens qui parlent anglais et puis à travers eux améliorer pas seulement mes capacités d'écoute, mais également de pouvoir parler de manière fluent. Donc j'ai fait ça, j'ai dû passer le GMAT 3 fois. Donc quand on parle d'échec, c'était vachement difficile, mais mon premier score était pas bon du tout, juste ridicule. Mon deuxième score était pas très bon du tout. Mon troisième était suffisant pour me dire ok, this is it. J'ai fait mon maximum. C'était le moment donc de passer à postuler en soi. Donc, une fois mon anglais amélioré, une fois le GMAT passé comme examen, une fois passant beaucoup de temps avec le Club Efficience Junior, apprendre sur l'Afrique, il était temps maintenant d'écrire les essais. Et les essais, c'est quoi? C'est basiquement dire à ces écoles auxquelles tu postules pourquoi tu veux postuler. Vu qu'ils recrutent des leaders, le but, c'est de montrer que tu ne vas pas en école te tourner les pouces. Tu vois, quel est ton projet à long terme? Quelle est ton ambition?
Donc, j'ai également pris pas mal de temps pour me poser des questions à moi-même. Tu vois, qu'est-ce que je veux faire à long terme? Tu vois, demain, si j'ai des enfants, quelle est la trace que je veux laisser sur Terre? Qu'est-ce que je veux que mes frères et sœurs, je ne parle pas que de ma famille, hein, mais Camerounais, Africains en général, soient fiers de moi. Et puis, qu'est-ce que j'aime faire, simplement, tu vois? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que je suis bon à faire? Donc, j'ai passé pas mal de temps à faire ça et j'ai fini dans mes essais et c'est avec ça que j'ai postulé. Et j'ai été admis au double diplôme MBA, MA de Wharton School of Business, Université de Pennsylvanie. Donc ça nous amène en 2015. Donc 2014, en fin d'année, j'ai reçu mon admission. 2015, je suis admis. Donc me voilà qui porte mes bagages, qui quitte Paris pour la très belle ville de Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie. Et les 2 prochaines années, entre 2015 et 2007, mais sûrement les plus belles de ma vie. Très très bonnes rencontres, beaucoup de voyages dans quasi tous les continents. Je suis allé au Rwanda, je suis allé au Mozambique, je suis allé au Ghana, je suis allé en Thaïlande, je suis allé en Inde, au Brésil, en Colombie. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste ici, mais beaucoup de voyages. Donc ça m'a énormément aidé à ouvrir mon esprit. Tu vois, une rencontre qu'un peu au-delà de ce que j'avais vu jusqu'à présent, qui n'était que le Cameroun et la France. Tu vois, différentes manières de penser. Ça m'a également aidé à juger les gens un peu moins. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a certaines, que ce soit au pays, au Cameroun, ou en Afrique en général et en France, je pense qu'on a un certain regard sur les autres parce qu'on se dit qu'on sait ce qui est bien. Tu vois, on se dit, oh, telle ou telle personne fait ci ou ça, parce que mon éducation n'a pas été comme ça, alors c'est forcément mal. Tu vois, et je pense que le fait de rencontrer beaucoup d'autres personnes, d'autres cultures, voyager beaucoup, ça m'a fait changer mon regard sur ce que d'autres personnes font, d'autres personnes disent. Tu vois, j'avais un œil beaucoup moins porté sur le jugement. Tu vois, donc j'appréciais ce que les gens font avec le respect de leurs différences. Donc voilà, on n'aura plus de détails évidemment sur ma vie pendant l'école et puis ma vie professionnelle dans les podcasts qui viendront. Mais voilà, il suffit de dire que pendant le business school et après, j'ai découvert le monde de investment banking avec un stage à JP Morgan à New York. Super intéressant. À la fin du MBA, j'ai rejoint une compagnie de strategy consulting qui s'appelle McKinsey & Company. Donc très très intéressante également. Encore une fois, des détails à venir. Et récemment, j'ai rejoint le monde du blockchain, donc à déployer des produits et services autour de l'immobilier à Singapour, au Ghana et d'autres pays dont je ne peux malheureusement pas parler parce que je suis sous non-disclosure agreement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour mon intro, hein, me présenter. J'espère que vous avez une bonne idée à peu près de qui je suis, qui est Claudel Kamgang, d'où je viens, mon parcours un peu perso et professionnel jusqu'à fin 2017 en tout cas. Et je voudrais utiliser cette deuxième partie du podcast pour parler de pourquoi le podcast. Hein, ok, on te connaît, on sait d'où tu viens, qui tu es, mais où est-ce que tu vas et en quoi est-ce que ce podcast t'aide toi et nous aide nous qui écoutons. Donc, pendant les dernières années, je pense que comme beaucoup d'entre vous, hein, j'ai passé pas mal de temps en ligne. Soit surfer sur Internet, avoir 35 onglets ouverts sur Google Chrome ou Firefox, à regarder des vidéos, à lire. Mais j'ai pris pas mal de temps à me demander du temps que je passais en ligne. Il y a deux principaux faits qui m'ont marqué. Le premier, c'est le manque crucial de représentation des Africains en ligne. Que ce soit les vidéos sur YouTube, que ce soit sur Facebook, ou je ne sais pas quels sont les réseaux sociaux, bien les sites que vous fréquentez, mais il y a très très peu de contenu africain. Et ça évolue beaucoup. Je pense que depuis 2010, ça avance de plus en plus, mais ça reste un pourcentage assez faible par rapport au contenu total. Quand on parle quand même d'un pays avec quasiment 1,3 milliard d'habitants, je pense qu'on pourrait avoir plus de contenu, plus de présence en ligne. Le deuxième point qui m'a frappé, c'est beaucoup de représentation de l'Afrique en ligne est négative. Donc, tu vois, beaucoup de documentaires sur des télévisions que je ne citerai pas, mais
Tu vois, ça montre l'Afrique, ça montre l'Afrique en guerre, ça montre l'Afrique corrompue, ça montre l'Afrique des enfants qui meurent avec les mouches sur le nez. Bref, une image un peu très négative. Donc, je me suis dit, mais attends, mais il y a... Ok, certainement, il y a... on souffre, mais tous les pays souffrent. Tu vois, chaque pays a son lot a son lot d'aspects négatifs, son lot de gens négatifs, mais tu vois, avoir la majorité de la représentation de tout un continent négatif, enfin moi ça me pose un problème. Donc je me suis dit, je vais faire partir de la solution à ce problème-là. Tu vois, je vais essayer de changer l'histoire et la visibilité de notre pays et continent à travers le monde. Et pour ce faire, ce sera une série d'interviews. Tu vois, plusieurs Africains de plusieurs pays différents, Camerounais, Nigérians, Côte d'Ivoire, Sénégal, bref, tous les 54 pays d'Afrique. Juste interroger que ce soit des Africains de la diaspora ou bien des Africains qui sont sur le terroir et parler de leur vie. Tu vois, parler apprendre à les connaître, comment est-ce qu'ils ont grandi, quelles sont les valeurs qui leur ont été transmises par leurs parents, par leurs grands-parents. Savoir aussi qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'être africains. Parce que je pense que chaque pays peut dire que okay, le Camerounais c'est ci, le Sénégalais c'est ça, le Nigérian c'est ça, mais une des questions qui m'intéresse beaucoup et je pense qui intéressera, que je vais interviewer et vous également, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être africain. Tu vois, on partage quand même beaucoup en commun. Donc c'est intéressant de voir un peu du point de vue de différents pays, de différentes personnes, hommes ou femmes, différents parcours. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce que ça veut dire d'être africain? Et la troisième partie, ce sera aussi savoir pour ceux que je vais interviewer, quel est l'un des problèmes en Afrique qui existent, qu'ils veulent résoudre, ou alors ils veulent contribuer à la solution. Et enfin, bien sûr, le mettre en avant, tout simplement. Tu vois, si c'est changer la visibilité, changer l'image de l'Afrique pour nous-mêmes et pour le monde, c'est aussi mettre en avant ce qui font de bien. Il y a beaucoup de choses qu'on fait bien en Afrique. Il y a énormément de choses que nos gouvernements, même si on se plaint beaucoup d'eux, il y a beaucoup de choses qui font bien. Un exemple très simple, c'est si vous avez eu la chance d'être allé à Kigali, au Rwanda, c'est une ville très propre. Je ne suis jamais allé jusqu'à présent de mon vivant dans une ville aussi propre que Kigali. Donc, ça peut être simplement un exemple, prendre une conversation sur, ok, waouh, Kigali est une ville magnifique. Donc, bravo au gouvernement de Kagame pour ses efforts qu'il fait du point de vue salubrité à Kigali. Donc, ne pas forcément toujours s'inscrire dans la critique, mais tu vois, souligner ce que nous-mêmes on fait de bien, nos gouvernements font de bien, nos institutions font de bien, pour avoir un regard un peu plus positif et un peu moins critique de nous-mêmes, de notre pays, notre continent. Et c'est une excellente transition pour introduire Atalaku. Donc jusqu'à présent, si vous êtes un ressortissant du Congo, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, vous devez savoir, je pense, ce que veut dire Atalaku. Mais pour nos autres frères et sœurs ou alors amis d'Afrique qui ne connaissent pas, Atalaku, c'est un mot qui a son origine du Congo, qui vient de la rumba et qui a évolué avec le temps. Et aujourd'hui, simplement veut dire mettre quelqu'un en avant. Bon, un exemple précis, si vous êtes déjà allé dans n'importe quelle fête africaine, à un moment donné, il y a toujours un cercle qui se forme. Donc, tout le monde est en train de danser et puis petit à petit, un cercle se forme et puis quelqu'un se met au milieu en train de danser. Et pendant que la personne danse, tout le monde s'enjaille. Tout le monde dit « Oh, oh, le gars, la fille », bref, tout le monde est content. Et en fait, on donne un atalaku au gars ou à la fille qui est au milieu parce que la personne danse bien, tu vois, parce que la personne a des gestes, une façon de danser que tout le monde apprécie. Donc, Atalaku, The Atalaku Effect, ce podcast sera un peu de généraliser ça. Donc, Atalaku à nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs et nos enfants qui font quelque chose de bien et qui participent à mettre en avant notre pays et notre beau continent. Donc, voilà d'où vient le concept d'Atalaku. Avant de clôturer ce premier épisode, je vais répondre à quelques des questions que je vais poser à mes prochains invités. Encore une fois, pour rappel,
Le format de prochains épisodes, ce sera des interviews. Donc moi qui vais interviewer pendant 30 minutes à 1 heure des Africains sur ce qu'ils font et mettre en avant un aspect particulier de notre musique, notre culture, notre art, notre relation avec les anciens. Bref, tous les sujets. Mais je pense que c'est seulement normal qu'avant de poser ces questions-là à mes futurs invités, que j'y réponde moi-même. Donc, je vais commencer par vous donner ma définition de, pour moi, qu'est-ce que c'est que d'être africain. Donc, être africain, pour moi, c'est être résilient. C'est-à-dire ne pas se laisser avoir, ne pas se laisser faire par les difficultés de la vie. Donc, que ce soit la difficulté pour soi ou pour sa famille de finir les fins du mois, de payer les factures, de créer son business, de trouver un boulot. La liste est longue. Vous connaissez nous-mêmes les problèmes qu'on a en Afrique. On garde notre bonne humeur. Et ça, que tu sois Camerounais, Ivoirien, Nigérien, Afrique du Sud, Marocain, malgré les problèmes qu'on a, on reste un pays et un continent vachement joyeux. Donc moi, ça fait partie de la définition d'être africain. Être africain, c'est également ne pas être sensible à la moquerie. Parce que si tu vas avoir la peau fine, vraiment, tu ne vas pas suivre en Afrique. En Afrique, on se moque de tout et de rien. La notion de ce que les Américains appellent politically correct, tu vois, être politiquement correct, là, en Afrique, ça n'existe pas. On se moque d'absolument tout. Tu es gros, on va se moquer de toi. Tu es mince, on va se moquer de toi. Tu es noir comme le charbon, on va se moquer de toi. Tu es blanc comme la neige, on va se moquer de toi. Tu trouves un boulot, on va trouver un moyen de se moquer de toi. Tu chômes, on va se moquer de toi. Tu es en bonne santé, on va se moquer de toi. Tu es malade, on va trouver un moyen de se moquer de toi. Un exemple très précis, c'est la grippe aviaire. Et c'est un moment très, très difficile parce que je me souviens, l'un des symptômes de la grippe aviaire, c'était les malades avaient leur corps qui se mettait à convulser et de mémoire, ils s'écroulaient après un certain temps. Enfin bref, c'était assez horrible comme maladie. Et on avait eu non seulement des chansons sur la grippe aviaire, mais c'est carrément devenu un genre de danse. C'est-à-dire que grippe aviaire, il y avait carrément tout un mouvement musical autour de quelque chose qui initialement est horrible. Voilà, donc, je pense que être africain, c'est définitivement ne pas être sensible à la moquerie et avoir ce penchant-là pour l'humour. Tu vois, tourner chaque mésaventure en dérision, ça fait définitivement partie de de l'ADN d'être africain. Un autre aspect pour moi d'être africain, c'est aimer danser. Tu vois, ça a semblé un peu très cliché de l'Africain qui sait danser ou bien qui aime danser, mais il faut dire ce qui est, c'est vrai. Les Africains aiment danser. Et ça, je pense que ça vient du fait que depuis tout petit, on nous apprend à ne pas avoir honte. Tu vois, alors dites-moi si ça vous parle ou pas, mais j'ai le souvenir, quand j'étais petit, d'aller à beaucoup d'événements avec mes parents, que ce soit des baptêmes, des anniversaires, des communions. Et puis, à un moment donné dans la fête, il y a toujours un segment où on pousse tous les enfants au milieu, pendant que les parents discutent entre eux à côté, sont en train de manger, je sais pas quoi. On pousse les enfants au milieu, on met la musique, on dit « Ok, allez-y, dansez ». Et ça, on vous demande pas votre avis, hein. C'est bon, qu'il y a de la musique, il faut que vous dansez. Allez, allez. Et quand tu danses pas, tu as ton père ou ta mère qui dit que Claudel, tu ne danses pas, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, dès le départ, dès le bas âge, je pense qu'on a qui je pense c'est très bien, hein, franchement, qui enlève un peu ce côté peur du public chez les enfants de hey, tu es dehors, qu'il y a du monde où on s'en fouiller de la musique, vas-y, danse. Donc, je pense que ça aide un peu au fait que ça aide à prendre le rythme, comme on dit, hein, parce que encore une fois, sans vouloir être cliché, on sait très bien que certains
certains pays, certains continents en ce qui est d'avoir le rythme de la musique. Hein, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un danser et tu écoutes la musique à laquelle la personne danse et tu te dis mais c'est juste pas possible quoi. Qu'est-ce que tu danses? Tu vois, on n'a pas les mêmes oreilles ou bien. Donc je pense que voilà, ce truc qui depuis l'enfance, on nous apprend encore une fois qu'il y a du monde autour de toi ou pas, vas-y va danser, fais-le de manière publique. Écouter beaucoup de musiques différentes, tu vois, ça nous aide, pousse à danser et ça nous confère un certain rythme qui fait que, tu vois, quand tu écoutes une musique, on te dit un, 2, un, 2. Ton corps naturellement sait que c'est gauche, droite, tu vois. T'as pas besoin de t'arrêter, réfléchir, comme ok, je vais tracer une équation pour me dire est-ce que je vais à gauche, hop, 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 je vais à droite. Cette rythme-là, enfin, c'est une des manières dont je me l'explique. C'est ce truc depuis l'enfance là qui, qui nous pousse à aimer et à être de bons danseurs. Être africain pour moi, c'est manger la viande dans son plat en dernier. C'est-à-dire pour ceux qui écoutent, qui ne sont pas africains, ça doit probablement dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Et être africain, tu as beau avoir un plat devant toi, tu as du riz, la sauce d'arachide, du haricot, bref, tu composes ton plat comme tu veux et un morceau de poulet. Quand tu commences à manger, tu prends ta fourchette, tu pousses un peu le poulet là sur le côté. Tu finis de manger le reste. Et ce n'est qu'à la fin, tu te retrousses les manches. Tu te lèches les babines, tu fermes les yeux et tu rentres en communion avec le morceau de viande. Que ce soit le bœuf, la chèvre, le poulet, le morceau de viande, c'est à la fin. Mais je pense que ça vient du fait, surtout pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'Afrique, du fait que la viande, dépendamment du niveau social et économique de votre famille, la viande est un luxe. Tu vois, c'est-à-dire que le riz, ça va, tu peux le trouver assez facilement pour moins cher. Le haricot, les arachides, les feuilles pour faire différents types de plats, ça se trouve assez facilement. Mais la viande, le poulet, le bœuf, la chèvre, ça reste assez spécial. Donc, je pense que ça vient du fait qu'à l'époque, tous les repas de tous les jours n'avaient pas cette composante protéine qu'est la viande. Donc, les moments où on l'avait, on ne le traitait pas comme n'importe quoi. Tu vois. Donc, si dans ton plat, tu vois le morceau de viande, attends, mais c'est la fête. Tu vas pas non plus te mettre à diluer et manger la viande en même temps que le plantain. Non, 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 non. C'est tellement spécial qu'il faut que tu le gardes à la fin. Tu vois. Donc, tu finis de manger et puis tu gardes ce qu'on appelle, dans ma famille, en tout cas au Cameroun, le dernier goût. C'est-à-dire que tu veux que le goût final qui reste dans ta bouche quand tu as fini de manger, c'est le goût excellent de la viande. Donc, ouais, en partie, être africain, c'est donc garder le morceau de viande pour la fin du repas. Donc, je vais m'arrêter là pour, bien sûr, vous avez compris, hein, tu as un mélange d'un peu de sérieux et d'humour dans tout ça. Mais être africain, donc pour résumer, pour moi, c'est être résilient, ne pas laisser les difficultés de la vie nous abattre, hein, être insensible à la moquerie et être moqueur soi-même, donc tourner ce qui nous arrive tu vois, comme on dit en Afrique francophone, on va faire comment? Il faut seulement avancer devant ses maïs. Donc, être insensible à la moquerie, aimer danser et cet aspect culturel, clairement, de garder le plat de viande vers la fin. Donc là, c'est un concept ça c'est ma définition, bien sûr, elle n'est pas exhaustive. J'aimerais bien sûr entendre de nos prochains, de ceux que je vais interviewer prochainement, et puis de vous également, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, au-delà de votre tribu, au-delà de la langue que vous parlez, au-delà de votre pays, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être africain. Donc, vous pouvez me l'écrire et me l'envoyer via claudel@atalaku.africa. Claudel, CLAUDEL, @atalaku, ATALAKU.africa. Et voilà, j'aimerais beaucoup entendre de vous de ce que c'est que d'être africain et bien sûr même sélectionner quelques-uns d'entre vous pour vous avoir sur le podcast et entendre et vous connaître un peu mieux qui vous êtes, votre parcours et passer une demi-heure, 1 heure ensemble à vous connaître. Le deuxième point avant de finir le podcast,
on a parlé de la définition d'être africain. Le deuxième point, c'est parler un petit peu des difficultés que j'ai traversées. Parce que je pense que en Afrique aussi, de manière générale, vous avez probablement soit vécu, soit avoir des gens autour de vous qui ont vécu. On a tendance un peu à soit simplifier les choses, soit ne pas reconnaître le travail que font les autres, soit simplement croire que les autres ont simplement été chanceux. Beaucoup de personnes ont ce mode de pensée. Vous avez quelqu'un qui devient, je ne sais pas, directeur d'une entreprise, ou alors quelqu'un qui construit une route pour son village. On dit, oh, celui-là, il a été chanceux. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est clairement pas le cas. Tu as une bonne dose de travail qui vient derrière. Pour la plupart, hein, si vous êtes né le fils d'un milliardaire, clairement, il y a une part de chance. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, il y a une grosse part de travail qui est ignorée. Et à travers ce travail, tu as beaucoup de difficultés qui s'y mettent. Donc, si vous avez entendu parler de mon profil au départ et que vous avez entendu, je sais pas, JP Morgan ou bien McKinsey ou bien The Wharton School of Business aux États-Unis, vous pouvez dire, oh, Claudel, là, vraiment, il a été chanceux. Et je ne le nie pas. Tu vois, je pense que chaque fois que quelqu'un arrive à faire quelque chose de bien pour lui-même ou pour sa communauté, tu as une part de chance. Tu vois, ça, c'est les personnes que vous rencontrez, être au bon endroit, au bon moment. Clairement, ça, ce sont des éléments au dehors de votre contrôle. Donc, il y a clairement une part de chance. Mais bien sûr, il y a également une grosse part de travail. Hein. J'ai parlé d'apprendre l'anglais tout seul par moi-même, sans prendre de cours. J'ai parlé de passer le GMAT 3 fois sans me décourager. On aura le temps de parler des difficultés d'obtenir un stage en investment banking ou alors le boulot à McKinsey & Company. Mais pour le coup, les difficultés dont je veux parler, ce sont celles liées aux différents voyages. Tu vois, quitter le Cameroun à 15 ans, par exemple. On était très nombreux à le faire. Je pense que notre classe de terminale C à Vogt, on devrait être une petite quinzaine ou vingtaine à avoir quitté. Donc, clairement, j'étais pas tout seul. Donc, les difficultés que je vais évoquer sont sûrement celles que mes camarades de classe et amis également ont eu à vivre, que ce soit quand ils ont quitté pour la France ou le Canada ou les États-Unis. Mais ça reste également des difficultés et je voudrais en parler. Donc la première chose, j'en ai parlé un peu vite fait au départ, c'est cette notion de changer de pays. Tu vois, on a beau dire, en Afrique, tu es Camerounais, il y a de fortes chances que tu sois foncé de peau. Et tu te retrouves en France, dans une ville comme Grenoble, qui n'est pas connue pour sa diversité. Donc, tu as quand même très peu de Noirs à Grenoble. Ça reste pas évident. Tu vois, ça reste... tu es toujours beaucoup plus conscient du fait que les gens autour de toi, la plupart des gens autour de toi ne te ressemblent pas. Tu vois, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, mais tu en es tout le temps conscient. Tu vois, ce qui, quand tu marches, quand tu te balades à Dakar, à Lagos, à Kigali, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, ça ne te passe pas par la tête. Tu passes inaperçu parce que tu es un gars qui marche comme un autre. Tu vois, ou tu es une fille qui marche comme un autre. Mais du jour au lendemain, surtout à un âge aussi jeune, tu te retrouves quand tu marches, c'est l'impression que, mais seulement une fois toutes les 10 minutes, tu croises quelqu'un qui te ressemble. Tu vois, donc ça te rend tout le temps conscient un peu. Toi, quand tu marches, ça te rend conscient de ce que tu dis quand tu parles. Tu vois, ta manière de parler. Je me souviens, par exemple, aujourd'hui, je regrette un peu, mais il y avait ce côté au départ, en arrivant en France, quand tu parles, on te demande de te répéter plusieurs fois. Parce que l'accent fort qu'on a au pays, pour certaines personnes, c'est pas évident. Tu vois, les Français n'arrivent pas forcément à le comprendre. Donc, ils te font répéter. Et puis, c'est chiant, tu vois. Tu dis, putain, ok... tu poses une question, on dit pardon, j'ai pas compris, tu peux répéter s'il te plaît, Claudel? Et tu dois répéter. Donc, inconsciemment ou consciemment, tu changes ton accent. Tu vois, tu whattises, comme on dit au Cameroun. Et ça, à 15 ans, tu veux t'assimiler, tu vois, tu veux être comme tout le monde, tu veux parler comme tout le monde, tu veux pas avoir à te répéter. Mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, je me dis, mais tu vois, ça fait partie de mon identité camerounaise ou africaine, tu vois. Je ne pense pas que mon accent me définit, clairement pas.
Mais tu vois, chaque fois que j'entends, que je parle avec mes tontons, mes tatas au pays, tu as beaucoup de choses, d'expressions que de facto tu perds, tu vois, parce que tu as eu à t'assimiler d'un point de vue social et professionnel dans ton pays. Donc ça m'est arrivé donc à 15 ans donc quand j'étais en France et ça m'est arrivé bien sûr à 25 ans quand je suis arrivé aux États-Unis où là pour le coup c'était encore une fois l'anglais reste une deuxième langue pour moi. Donc même si aujourd'hui c'est plus facile pour moi de penser en anglais, au départ c'est un challenge. Tu vois, quand tu parles good morning, do you, tu vois, non seulement tu as un accent très fort qui est un mélange d'accent français et camerounais, non africain. Et les gens te disent un peu que les gens sont confus parce que le gars, si même ton accent vient d'où? Et donc pareil, du coup maintenant c'était une deuxième étape de changer l'accent français pour avoir un accent un petit peu plus américain, tu vois, comme ça quand tu parles aux Américains ils te comprennent un peu plus. Donc c'est une deuxième phase qui était beaucoup plus facile parce que 25 ans tu es quand même beaucoup plus mature qu'à 15 ans. Mais quand même, tu vois, dans tes interviews et socialement, les gens avec qui tu traînes, c'est toujours un peu défini par leur facilité à te comprendre. Et encore une fois, comprendre, c'est pas que ton anglais, qui n'est pas aussi développé, bien sûr, que l'anglais natal américain. Et en plus, l'accent qui se rajoute à ça. Et en plus, le fait que beaucoup d'Américains ne sont pas forcément très ouverts en termes de culture. Donc, tu as tout expliqué d'où tu viens, pourquoi tu es allé en France. Et puis une question que les Américains adorent, c'est quand ils te demandent d'où tu viens, tu dis ok, non, je suis camerounais. Tu dis ok, c'est bizarre, ton accent un peu, ok, j'ai un accent un peu français parce que j'ai vécu en France pendant 10 ans. Oh ok, est-ce que tu es plus camerounais ou français? Tu vois, c'est-à-dire que pour les Camerounais, la notion pour les Camerounais, pour les Américains, ils veulent te mettre un peu, encore une fois, je généralise. Donc ne venez pas me dire que vous connaissez des Américains qui bien se généralisent. Mais les Américains veulent te mettre un peu dans une boîte. Donc est-ce que tu es plus français ou camerounais? Donc ça, tu l'entends une fois, deux, trois fois. Quand tu l'entends à quasi chaque conversation avec des gens que tu rencontres, tu vois, ça te pèse un peu. Bon, ça reste un struggle assez léger. Hein. Donc, on parle des difficultés. Il y a clairement pire que ça dans la vie. Mais bon, je pense que les Camerounais, même les Africains de la diaspora, quel que soit leur pays, ont eu une version de cette difficulté-là. Et bien sûr, à cette difficulté-là, donc de manière logique, se rajoute le quand tu rentres au pays. Tu vois, quand tu rentres en vacances, ou bien pour ceux qui sont rentrés s'installer, monter leur business, ou bien rejoindre leur conjoint, leur conjointe, créer une société. Quand tu rentres, tu as deux types de réactions. Tu as les Africains, encore une fois en fonction de ton pays, qui sont contents, ils disent ok, tu rentres, oh le benguiste, oh l'américain, oh le canadien, oh le londonien, et qui te traitent un peu différemment, tu vois, qui te mettent un peu en haut pour des raisons que je ne comprends pas, tu vois. C'est oh tu viens de France, tu viens de Suisse, ils s'attendent à ce que tu sois plus quelque chose. Ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois. Je veux dire, les problèmes que les gens ont au pays, d'autres ont des problèmes différents en France, en Angleterre. Mais en rentrant, parfois, tu te sens concentré, tu te sens en face à des gens qui te parlent un peu, qui s'attendent à ce que tu as des réponses à certains problèmes. Et tu ne comprends pas pourquoi tu devrais les avoir plus que quelqu'un d'autre. Et le revers, c'est d'autres personnes qui se disent que, attends, mais toi, là, tu penses que parce que tu es en France, tu es qui? Qui vont te dire que, mon frère, moi aussi, j'ai un tonton qui est déjà là en Belgique. Hein. Tu penses que ta chemise, là, c'est... Donc, c'est un peu curieux parce que parfois, tu rentres, tu dis que, attends, mais je rentre, je suis Camerounais, tu vois, je suis Sénégalais, je suis Nigérian, je suis... Et tu es confronté parfois à... Encore une fois, hein, c'est positif quand on te met en haut ou on te parle un peu comme si tu étais je sais pas quoi. Mais parfois, ces gens disent que, attends, mais les gens vont te parler, ils seront moins réceptifs avec toi parce qu'ils pensent que tu as en tête le fait qu'en rentrant, tu es plus que quelque chose. Tu vois, ce qui est... Alors, certaines personnes le vivent différemment, mais j'ai rencontré des personnes, des Africains, qui ont à se réintégrer quand ils rentrent. Tu vois, c'est-à-dire que ceux qui sont partis et qui, soit dans leur milieu social, n'ont pas beaucoup d'Africains, soit qui rentraient très peu en Afrique, quand ils rentrent 5-10 ans plus tard, bien sûr, la culture a changé, la culture a évolué,
Et ils ont beaucoup de mal parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver. Tu vois. Soit c'est qu'ils s'attendent à retrouver ce qu'ils avaient en France, aux États-Unis, à trouver ça la même chose à Lagos, à Dakar, à Yaoundé, ce qui est complètement... ça ne doit pas se faire. Ces attentes-là ne sont pas réelles. Soit au contraire, effectivement, ils s'attendent, ceux avec qui ils traitent s'attendent à ce qu'ils résolvent tous leurs problèmes, que ce soit financier ou relationship, du point de vue relationnel, bref. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, hein, ça reste des problèmes que certaines vivent de manière plus difficile que d'autres. Ça reste des problèmes que certaines peuvent voir comme des faux problèmes. Je comprends, on n'est pas là pour juger. Mais voilà, c'est des difficultés que à différents niveaux, j'ai eu à rencontrer. Je sais que beaucoup d'Africains de la diaspora rencontrent également. D'autres difficultés également, c'est pour ceux qui étudient à l'étranger, en fonction d'où vous étudiez, vous avez pas mal de prêts que vous devez faire pour couvrir votre pension. Je prends l'exemple des États-Unis. 2 ans de MBA aux États-Unis, c'est à peu près $200,000. Je vais répéter, 2 ans de MBA aux États-Unis, c'est à peu près $200,000. Et c'est pas secret, hein, c'est quelque chose que tu sais quand tu postules, que tu sais quand tu... Donc, ce que beaucoup d'Africains font, hein, tu fais un prêt à la banque, tu finis ton MBA, tu trouves un boulot et tu es amené à rembourser le prêt. Alors, le problème qui se pose avec ça, c'est que tu grandis, tu mûris, et tu te dis, OK, il est peut-être temps, jusqu'à présent, peut-être que les choses ont bien marché pour moi, j'ai un bon boulot, ça se passe bien d'un point de vue personnel, peut-être même familial, les choses se passent bien d'un point de vue financier. Si tu vas à l'étape d'après, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour mon pays, pour mon continent? C'est un peu compliqué parce que tu dis, OK, j'ai toujours 200,000 à peu près à rembourser. Et si je veux rentrer, disons, je sais pas, bosser au pays, par exemple, telle boîte me paye, je sais pas, millions de francs CFA. Mais quand tu rembourses en dollars, ça reste très peu. Donc, les options que tu as à la sortie du MBA sont beaucoup plus réduites que si tu n'avais pas payé autant pour cette éducation. Tu vois, un exemple très simple, si j'aurais voulu être un entrepreneur, c'est compliqué. Tu vois, premièrement, j'ai pas, en tant qu'entrepreneur, pour avoir un titre de séjour aux États-Unis, c'est compliqué. Pour lever des fonds en tant qu'Africain et noir, c'est compliqué. Et de deux, qu'est-ce que tu fais si ta boîte échoue? L'oncle Samba te dit que tu me dois toujours $200,000. Tu vois? Donc tu peux te retrouver dans une situation où tu as dépensé 200,000 pour une éducation, tu as essayé une entreprise qui ne marche pas, et tu te retrouves 4 ans plus tard avec encore plus de prêts même que tu n'as commencé. Et dis, qu'est-ce que tu n'as pas réussi pour toi-même, tu n'as pas réussi, c'est un échec, hein, c'est pas la fin du monde. Mais financièrement parlant, c'est beaucoup plus compliqué pour toi qui veux œuvrer pour ton pays ou ton continent. Parce que financièrement parlant, tu es un petit peu bloqué. Tu vois, les seuls pays ou même boulots qui reconnaissent la valeur du MBA et qui payent suffisamment pour te permettre de rembourser ton MBA facilement sont aux États-Unis. Tu vois, du coup, même de manière géographique, tu es un peu bloqué. Tu dis, écoute, tout ce que je peux donc faire pour l'instant, pour mon pays, pour mon continent, c'est peut-être via les États-Unis. Tu vois, alors il y a d'autres, et vous verrez, dans les interviews qui viennent, tu as des Africains qui ont réussi de là où ils sont, aux États-Unis, au Canada, à avoir un impact très important en Afrique. Mais vous verrez, il y a beaucoup de difficultés, ça a pris du temps. Donc je vais m'arrêter là, hein. C'est quelques exemples du point de vue culturel, du point de vue financier et du point de vue relation par rapport à l'Afrique. Mais je pense que beaucoup d'Africains de la diaspora s'y retrouveront certainement. Et encore une fois, hein, claudel@atalaku.africa, dites-moi si j'aimerais entendre de vos difficultés. Et ça m'aidera également à peaufiner mes questions pour les prochains interviews. Donc voilà, ça fait à peu près 1 heure que je discute. Merci beaucoup, hein, jusqu'à présent, si vous m'écoutez toujours et que vous n'avez pas lâché prise. Merci de prendre le temps d'écouter. N'hésitez pas à m'envoyer du feedback, claudel@atalaku.africa, ce que je peux améliorer dans surtout, hein, vraiment le contenu, le volume de ma voix, n'importe quoi. Je suis
je suis ouvert au feedback. Mais voilà, ce premier épisode, c'était pour me présenter moi, présenter le concept du podcast, présenter l'idée derrière le podcast. Et j'ai hâte, mais j'ai vraiment hâte de passer aux prochains épisodes et interviewer, comme j'ai dit, nos papas, mamans, frères et sœurs qui font quelque chose de louable pour nous en Afrique. Donc, j'ai la chance de parler couramment français, anglais et portugais, qui sont 3 des langues officielles en Afrique. Donc, vous aurez un mix d'interviews en français, en anglais ou en portugais en fonction de qui je vais interviewer. Donc, si j'interviewe M. Dangote du Nigeria, ce sera forcément en anglais. Si j'interviewe M. Macky Sall, ce sera probablement en français. Et pour nos amis d'Angola ou du Mozambique, bien sûr, j'essaierai d'avoir quelques interviews en portugais. Avec le temps, j'aimerais apprendre le Wolof ou le Swahili, tu vois, qui nous rapproche encore plus de l'Afrique, parce que pour le coup, c'est vraiment nos langues. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on va commencer avec des langues que je maîtrise. Donc, on va se limiter au français, anglais, portugais, qui je trouvais est déjà pas mal pour un début. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à présent. Atalaku à vous pour avoir survécu quasi 1 heure à m'écouter, me présenter le concept. Vous pourrez souscrire sous iTunes, podcast, Spotify, quel que soit le moyen dont vous utilisez pour écouter le podcast. Et n'hésitez pas à partager si vous aimez ce que vous écoutez jusqu'à présent avec vos amis, vos frères et sœurs, ou bien tous ceux qui sont intéressés par connaître un petit peu plus sur l'Afrique. Et puis ça m'aiderait à faire connaître le podcast un peu plus globalement. Donc merci à vous, Atalaku, et à la prochaine. Ciao.